Simplement parce que j'ai refusé de manger les restes, ma belle-mère m'a jetée à la rue. Le lendemain, mon mari a demandé: As-tu appris la leçon? J'ai répondu: J'ai vendu l'appartement. Tu dois partir. Toute sa famille s'en était pétrifiée, chers amis. Une assiette de stroganoff froid avec de la graisse figée contre un festin somptueux. Être forcé de manger les restes et être méprisé par la famille de mon mari au point d'être jeté à la rue au milieu de la nuit. La belle-fille orpheline n'a pas versé une seule larme. Le lendemain matin, elle était revenue calmement avec des inconnus et a déclaré d'une voix ferme: J'ai vendu cet appartement de 4 millions de réaux. Maintenant tout le monde dehors. Que s'était-il passé pour qu'une femme habituellement soumise renverse la situation de manière aussi spectaculaire? Ce dîner avait commencé dans l'atmosphère suffocante des derniers beaux jours d'un été à São Paulo. L'appartement dans le quartier des Jardins était spacieux et équipé d'un système de climatisation centrale qui maintenait une agréable fraîcheur. Mais pour une raison quelconque, je ressentais toujours une oppression étouffante chaque fois que j'entrais dans la cuisine. La lumière jaune et chaude projetée sur l'immense table à manger en imbuya mettait en valeur le splendide banquet que j'avais passé tout l'après-midi à préparer après être rentrée du travail. Sur la table, une picanha rôtie au romarin dégageait un parfum aromatique d'ail et d'herbe. À côté, une moqueca de baya juteuse et brillante était ornée de fines tranches de citron et de coriandre fraîche. Au centre, une soupière fumante d'un bouillon de haricots clairs et réconfortant. C'étaient tous des plats qui demandaient beaucoup d'efforts destinés à faire plaisir à mon mari, Leandro, et à son jeune frère Claudio, qui était en pleine recherche d'emploi. Au moment où j'ôtais mon tablier pour le suspendre et me préparais à m'asseoir à ma place habituelle, je me suis arrêtée net. Devant ma chaise, au lieu d'une assiette de riz blanc fraîchement préparé et fumant, il y avait une assiette avec les restes froids du stroganoff de la veille. Le riz était collé en un bloc dur et à la surface, on pouvait voir des restes de graisse de sauce coagulée et blanchâtre. Ma belle-mère, Madame Carmem, servait avec parcimonie un généreux morceau de picanha dans l'assiette de Claudio. Elle m'a regardé avec un regard perçant mais d'un ton indifférent, comme si de rien n'était. Elle a dit clairement: Mange ça, ma chérie, jeter les restes, c'est du gaspillage. Une bonne épouse et une bonne belle-fille doivent savoir économiser et gérer la maison. Vous les jeunes, vous avez la vie trop facile de nos jours. C'est pour ça que vous êtes si capricieux. À la moindre occasion, vous jetez la nourriture à la poubelle. Les femmes de la maison ne peuvent pas se permettre d'être des petites mondaines exigeantes. Avec un peu de bouillon chaud, ce riz va s'attendrir tout de suite. Laisse l'assiette fraîche pour ton mari et ton beau-frère. Ils ont besoin de force pour travailler. Je suis restée figée regardant l'assiette de restes froids, sentant une boule amère me monter à la gorge. Ce n'était pas parce que je ne savais pas manger les restes, ni parce que je n'avais jamais connu de difficultés. Mais cette discrimination flagrante, cette cruauté affichée à table était comme une gifle. Cette nourriture délicieuse, je l'avais achetée avec mon propre argent. Je l'avais cuisinée avec mes propres efforts, et au final, il n'y avait même pas une portion pour moi. J'ai doucement poussé l'assiette de restes de côté et j'ai pris une assiette propre pour me servir un peu de ce que j'avais cuisiné. Voyant mon geste, Madame Carmem a frappé ses couverts contre la table, créant un son aigu et désagréable. Quelle est cette attitude? Tu ne m'entends pas quand je te parle. Si tu es la belle-fille de cette maison, tu dois connaître ta place. Je te dis de manger cette assiette et tu fais des histoires et tu la refuses. À quel jeu joues-tu? Dans mon village, les femmes mangèrent les restes des hommes dans la cuisine. Je suis déjà très gentille de te laisser t'asseoir à la même table que nous. Je l'ai regardé droit dans les yeux en essayant de garder ma voix aussi calme que possible. Car même j'ai travaillé toute la journée. C'est aussi moi qui fournis l'argent pour les dépenses de cette maison. J'ai préparé ce repas sans lésiner sur rien, mais j'ai aussi besoin de manger décemment pour rester en bonne santé. Ce riz est dur à cause du réfrigérateur. J'ai eu des maux d'estomac ces derniers temps. Et si je mange ça, je tomberai malade. Madame Carmem m'a fusillé du regard et a crié: Ne me sors pas d'excuses. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mal de ventre? Ce n'est rien d'autre que ton attitude de fille de riche gâtée, habituée à la belle vie qui méprise la famille de son mari. Tu nous méprises parce que nous venons de la campagne. C'est pour ça que tu agis comme ça, n'est-ce pas? Pendant ce temps, Claudio aspirait bruyamment son bouillon, ignorant complètement la dispute. Et Leandro, mon mari, la personne qui aurait dû intervenir pour calmer les choses, a juste froncé les sourcils d'un air agacé. Il a frappé ses couverts sur la table d'une voix irritée. Ça suffit, Elina. Pourquoi faut-il toujours que tu fasses une scène? Maman est âgée. Écoute-la un point, c'est tout. C'est juste une assiette de riz. Pas la peine de se disputer comme ça et de gâcher notre dîner. Mange, finissons-en. Est-ce que ça te coûte tant de faire une petite concession pour elle? La froideur de Leandro a été comme une douche glacée sur la dernière braise d'espoir qu'il me restait. L'assiette de restes froids sur la table ne semblait pas aussi glaciale que le cœur de l'homme que j'appelais mon mari. Je les ai regardés se servir joyeusement tous les trois. Je me sentais comme une parfaite étrangère dans ma propre maison. Oui, ma maison, une vérité que la famille de Leandro avait toujours délibérément ignorée, et à ce stade, il semblait qu'il l'avait complètement oublié. Ce luxueux appartement de 3 chambres au cœur de São Paulo était un héritage de mes parents. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'étais à l'université. Toutes leurs économies, tout l'argent qu'ils avaient accumulé au cours de leur vie, ils l'avaient investi dans ce bien souhaitant que j'ai un endroit sûr où vivre.
Le titre de propriété à mon seul nom était leur héritage, la sueur et les larmes de mes parents. Quand j'ai épousé Leandro, sa famille m'est venue de leur ville du Minas Gerais pour le mariage. Tout le monde vantait la chance de Leandro à l'époque. Ma belle-mère me prenait affectueusement la main, m'appelait sa bonne et vertueuse belle-fille et promettait de m'aimer comme sa propre fille. Mais les paroles s'envolent et le cœur des gens change plus vite que le temps. Au début, Leandro m'a dit que ses parents venaient en visite, qu'il voulait rester quelques jours pour voir la capitale. J'ai accepté avec joie. J'ai acheté du linge de maison neuf et préparé le salon pour eux. Quelques jours se sont transformés en semaines, puis en mois. Quand mon beau-père est retourné au village pour s'occuper de leur maison, Madame Carmen a insisté pour rester sous prétexte de prendre soin de nous. La présence de ma belle-mère a amené Claudio. Avec elle. Le jeune frère de mon mari venait de terminer l'université mais ne trouvait pas de travail. Il a déménagé à São Paulo sous prétexte de rester avec nous pour faciliter ses entretiens d'embauche. D'invités, ils ont lentement commencé à envahir mon espace de vie. Mon petit bureau bien rangé où je lisais et travaillais le soir a été réquisitionné sans ménagement par Claudio. Il a installé un énorme ordinateur de jeu avec un enchevêtrement de câbles. Mes livres d'architecture ont été jetés par terre, remplacés par des bouteilles de soda vide et des paquets de nouilles instantanées à moitié mangées qui sentaient tolérance. Quand je me suis plainte, ma belle-mère a défendu Claudio bec et ongles. Elle a dit que le garçon était stressé par sa recherche d'emploi et avait besoin de se divertir. Tu es la belle-sœur aînée, tu ne peux pas faire une concession pour le plus jeune. Le moment le plus douloureux a été lorsqu'une inestimable console en jacaranda de style colonial brésilien que mon père adorait a été qualifiée par Madame Carmen de vieille et encombrante. Profitant de mon absence pour un voyage d'affaires, elle a appelé des déménageurs pour la sortir et l'a laissée abandonnée sur la terrasse exposée à la pluie et au soleil pour faire de la place à un canapé en simili-cuir bon marché qu'elle prétendait être un cadeau pour nous. Depuis lors, toutes les dépenses du ménage, de l'électricité et de l'eau aux lourdes charges de copropriété et à l'argent quotidien pour les courses reposaient sur mes épaules. Leandro, avec son modeste salaire d'employé de bureau, avait toujours l'excuse d'envoyer de l'argent au village pour la fête locale ou de le donner à sa mère pour qu'elle le garde. Madame Carmen, de son côté, proclamait constamment que sa contribution était énorme, puisqu'elle s'occupait du ménage et de la cuisine. Cependant, sa contribution se limitait à cuisiner des plats trop salés à son goût et à celui de ses fils à mélanger le blanc avec les couleurs dans la lessive et à laisser la maison toujours pleine de coquilles rondes de cacahuètes japonaises qu'elle mangeait en regardant la télé toute la journée. Je rentrais épuisée du travail pour retrousser mes manches nettoyées du salon à la cuisine et faire la montagne de vaisselle que Claudio laissait empiler dans l'évier. Le plus terrifiant n'était pas la fatigue physique, mais l'aveuglement effroyable de sa famille. Partout où ils allaient, ils se vantaient auprès des voisins que c'était la maison que leur fils avait achetée et que j'étais la belle-fille qui avait eu l'immense chance d'épouser Leandro et de jouir d'une vie de luxe. Ils se considéraient comme les vrais propriétaires et moi comme une profiteuse, une domestique non rémunérée, ni plus ni moins. Revenant au dîner, le bruit de Claudio qui mâchait et de ma belle-mère qui aspirait son bouillon résonnait en rythme. J'étais toujours debout immobile, le regard fixé sur Leandro. J'avais toujours pensé que peu importe à quel point une belle-mère pouvait être difficile si le mari comprenait et vous protégeait, une femme pouvait essayer d'être tolérante. Mais Leandro ne l'avait jamais fait. Pendant tout ce temps, chaque fois qu'il y avait une friction entre sa mère et moi, Leandro choisissait toujours d'esquiver le problème ou de prendre son parti. Il utilisait toujours le devoir filial pour me faire chanter. Aujourd'hui n'était pas différent. Leandro a posé ses couverts, a levé les yeux et m'a regardé avec une expression de mécontentement total. Il a fait un geste du menton vers l'assiette de reste froid. « Qu'est-ce que tu fais debout là si tu ne manges pas ?»« Dis-le pour que nous puissions continuer. Je rentre fatiguée après une journée entière et je veux juste un dîner tranquille. Mais tu adores en faire une scène. Maman n'a rien dit de mal. Tu as l'habitude de gaspiller. Il est temps que tu apprennes à économiser. Quand une personne âgée te donne un conseil, tu baisses la tête et tu écoutes. Répondre comme ça, c'est impoli. » Vous savez, les mots de Leandro étaient mointés comme des aiguilles acérées plongeant directement dans ma poitrine. Impoli. Cet homme me traitait d'impoli simplement parce que je refusais de manger des restes qui avaient été achetés avec mon propre argent. J'ai ravalé mes larmes sentant la rage me monter à la gorge, mais je ne me suis pas permis de pleurer. Pleurer devant ces gens sans cœur ne ferait que me rendre plus pathétique. « Que veux-tu dire par impoli ?» ai-je demandé d'une voix ferme en articulant chaque mot. Leandro a été perplexe une seconde. Il n'était probablement pas habitué à ce que je m'oppose à lui avec autant de force. Jusqu'à présent, pour maintenir la paix, j'avais toujours choisi le silence ou la soumission. Voyant son fils contester, Madame Carmen a frappé la main sur la table avec une telle force que les assiettes et les verres ont tremblé. Elle a pointé son doigt vers mon visage. « Tais-toi. Dans cette maison, on ne tolère pas une telle familiarité. Une femme ne lève pas la voix sur son mari. Tu as épousé mon fils. Tu vis dans sa maison au crochet de notre famille et tu oses faire la maligne. Quelle femme irrespectueuse. Si mon fils ne te protégeait pas, tu crois que tu survivrais seule à São Paulo. » L'effronterie de ma belle-mère m'a fait rire, un rire amer mais qui contenait un réveil total. Il s'est avéré que la cupidité et l'égoïsme avaient obscurci leur jugement à un tel point qu'ils croyaient réellement à l'histoire fausse qu'ils avaient eux-mêmes tissée.
Il tenait d'un pour acquis que cet appartement appartenait à Leandro simplement parce qu'il était l'homme le pilier de la famille, selon la mentalité patriarcale et dépassée de Madame Carmem. Répète ce que tu viens de dire. À qui est cet appartement? Ai-je dit en croisant les bras et en fixant Madame Carmem. Tu es ici depuis trop longtemps et il semble que tu souffres de la folie des grandeurs. Laisse-moi te rappeler que de la plus petite brique à chaque ampoule jusqu'à l'assiette dans laquelle tu manges, tout a été payé avec mon argent. C'est ma propriété. Leandro a sursauté, frappant la table. Elina, tu vas trop loin. Maman est une personne âgée. Comment oses-tu lui parler avec une telle insolence? Peu importe à qui appartient l'appartement. Une fois marié, il est à nous. N'adopte pas cette attitude méprisante envers ma famille. Excuse-toi auprès de ma mère. Tout de suite. J'ai secoué la tête. Non, je n'ai rien fait de mal pour m'excuser. Ce sont vous qui devriez vous excuser. De quel droit me piétinez-vous dans ma propre maison? Vous mangez la nourriture que j'achète. Vous utilisez l'électricité et l'eau que je paie. Vous dormez dans les lits que j'ai fournis et maintenant vous me forcez à manger les restes pour vous servir. Jamais de la vie. La vérité exposée si crûment a eu l'effet d'un choc électrique sur Madame Carmem. Son visage est devenu rouge de colère. Les veines de son cou ont gonflé. Elle s'était toujours construit une image de belle-mère autoritaire, de maîtresse de maison devant les voisins. Maintenant démasquée comme une parasite en face d'elle, son amour-propre et son entêtement ont explosé dans un accès de fureur démente. « Toi, tu oses me traiter de parasite » a crié Madame Carmem, jetant ses couverts par terre et s'avançant vers moi agressivement. Leandro ouvre les yeux une bonne fois pour toutes. Vois-tu quelle sorte de harpie tu as fait entrer dans cette maison pour marcher sur ta mère? Si tu ne peux pas discipliner ta femme, je le ferai. Laissant son dîner, elle a fait irruption dans ma chambre. Leandro et moi avons couru après elle. Sous mes yeux, ma belle-mère fouillait frénétiquement dans mon placard. Elle a sorti le manteau de laine que je portais souvent pour le travail et le sac en cuir qui était sur une étagère et les a traînés vers le salon. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je crié en fronçant les sourcils et en m'avançant pour récupérer mes affaires. Mais Madame Carmem a été plus rapide. Elle a violemment jeté le sac et le manteau vers la porte d'entrée et ils ont atterri sur le palier du couloir. Ses yeux brillaient, injectés de sang par une colère extrême. Elle a mis les mains sur les hanches, a pointé la porte et a crié si fort que tous les voisins ont dû l'entendre. « Dehors, fous le camp de ma maison tout de suite. Dans cette maison, c'est moi qui commande. Tu oses me manquer de respect. Ne remets plus. Jamais les pieds ici. Va vivre dans la rue. On verra si tu ne meurs pas de faim sans mon Leandro. On verra combien de temps durera ton arrogance. Va-t'en. » Pendant qu'elle criait, elle haletait. Elle s'est tournée pour regarder Leandro, espérant que son fils se joindrait à elle pour me maîtriser. Claudio avait également cessé de manger et se tenait maintenant les bras croisés, appuyé contre le mur avec une expression moqueuse et satisfaite comme s'il assistait à une pièce de théâtre passionnante. L'atmosphère était si tendue qu'il était difficile de respirer. Je suis restée silencieuse, regardant mon manteau jeté sur le palier froid. Puis je me suis tournée vers Leandro. Mon cœur ne battait plus la chamade de colère. Il se refroidissait progressivement, aussi froid que cette assiette de riz abandonnée sur la table. J'attendais un mot de Leandro. J'espérais voir s'il lui restait un peu d'humanité, s'il était capable de reconnaître à quel point sa mère était absurde et irrationnelle. C'était lui qui savait le mieux quel nom. Figuré sur le titre de propriété. Il savait parfaitement qui soutenait toute sa famille. Mais Leandro a simplement claqué la langue, a détourné le regard et a évité mes yeux. Sa voix était monocorde sans aucune émotion. « Tu vois, Elina, il fallait que tu mettes maman dans cet état pour être satisfaite, n'est-ce pas? Va prendre l'air un moment. Quand tu reconnaîtras ton erreur, tu reviendras et tu t'excuseras auprès de maman. Et alors je t'ouvrirai la porte. Avec ton attitude actuelle, je ne peux pas te défendre. » Les mots de Leandro ont coupé le dernier fil de patience qui me restait. Il s'est avéré qu'il n'était pas stupide, il était juste trop lâche et égoïste. Il consentait à ce que sa mère usurpe mon espace de vie pour protéger son ego fragile d'homme raté. Il était convaincu qu'une femme orpheline et sans soutien comme moi jetée à la rue au milieu de la nuit aurait peur et devrait s'agenouiller et supplier pour être autorisée à revenir. Il se trompait sur toute la ligne. Je n'ai pas pleuré, pas une seule larme ne m'a échappé. La douleur a cédé la place à une étrange lucidité et détermination. J'ai lentement marché sur le palier. Je me suis penchée pour ramasser mon sac et mon manteau. La poussière tachait le manteau de couleur claire. Calmement, je l'ai secoué avec ma main et je l'ai enfilé. En me retournant, je me suis retrouvée face aux 3 visages qui me fixaient, de l'intérieur de l'appartement. Madame Carmem avait toujours son air triomphant, le menton levé. Claudio souriait avec dédain et les yeux de Leandro brillèrent d'anticipation, attendant le moment où je m'effondrerais en larmes et supplierais son pardon. Je l'ai regardé droit dans les yeux d'une voix douce mais claire. « Leandro, souviens-toi bien de ce moment, c'est vous qui me mettez dehors. » Puis mon regard s'est déplacé vers ma belle-mère et un sourire froid s'est dessiné sur mes lèvres. « Madame Carmem, vous voulez me jeter dehors, très bien. Mais n'oubliez pas que c'est ma maison. Ceux qui finiront à la rue, ce n'est pas moi. Ce sont les parasites sans vergogne. Profitez bien de votre dîner car ce sera le dernier repas gratuit que vous aurez dans cet appartement. » Cela dit, j'ai tendu la main avec détermination et j'ai claqué la porte d'entrée. Le claquement a résonné d'un son sec se refermant sur les visages stupéfaits et sans réaction de ma belle famille.
En descendant le long et interminable couloir de l'immeuble, le son de mes talons marquait un rythme régulier sur le sol en marbre. Je ressentais une légèreté inhabituelle dans ma poitrine. Le lourd fardeau qui m'avait opprimée pendant toutes ces années en tant que belle-fille semblait avoir été complètement laissé derrière moi, derrière cette porte. J'ai appelé l'ascenseur. Je suis descendue au parking et je me suis assise dans ma voiture, celle que j'avais achetée grâce à mes propres efforts. J'ai démarré le moteur, les phares se sont allumés, éclairant la rampe menant à la rue. Les rues de São Paulo étaient d'un calme la nuit. La lumière orange des lampadaires n'en filtrait à travers le pare-brise. Où allais-je aller maintenant? Chez une amie pour pleurer et partager mes peines. Non, je ne voulais déranger personne ni être vue dans un état pitoyable. Louer une chambre d'hôtel pour la nuit et régler les choses demain. Non plus. Je ne pouvais pas laisser ces gens dormir paisiblement dans mon lit dans la maison de mes parents, ne serait-ce qu'une nuit de plus. J'ai sorti le téléphone de mon sac et j'ai cherché dans mes contacts. Mon doigt s'est arrêté sur le nom de Juliana, une agent immobilier. Juliana était une ancienne camarade d'université, une très bonne amie qui dirigeait maintenant une grande agence immobilière dans le quartier. Je lui avais déjà parlé de l'étouffement que je ressentais dans mon mariage et elle m'avait toujours conseillé d'avoir un plan de sortie. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. À l'autre bout du fil, après quelques sonneries, une voix chaude et endormie a répondu. « Elina, que se passe-t-il pour que tu m'appelles à cette heure ?»« Juliana, j'ai décidé. Es-tu au bureau ou à la maison ? Puis-je venir te voir maintenant ?» Ma voix était ferme sans le moindre tremblement. Entendant mon sérieux, Juliana a semblé se réveiller complètement. « Je suis à la maison juste à côté de l'agence. Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous vous êtes encore disputé. » J'ai été mise à la porte, Juliana, et je dis avec un rire amer. « Je veux vendre l'appartement. Le vendre tout de suite. Prépare-moi les papiers du mandat. Je les signerai ce soir. Je ne veux rien garder qui me lie à cette famille. » Il y a eu un silence de quelques secondes, à l'autre bout du fil. Puis j'ai entendu le bruissement des draps, le clic d'une porte. Compris. La voix de Juliana est devenue nette et professionnelle. Je te soutiens. Nous, les femmes, devons nous aimer. Je vais au bureau pour t'attendre. Viens directement au 1500 avenue Paulista. Je te préparerai une tasse de thé chaud. Quant à la vente, je m'en occupe. Je te garantis que je m'en occuperai rapidement et au meilleur prix. Non. Merci, Juliana, ai-je répondu et j'ai raccroché. J'ai appuyé sur l'accélérateur et la voiture a filé dans la nuit. L'air qui entrait par la fenêtre était frais, dissipant l'oppression de l'assiette de riz, l'odeur des restes et la cruauté de ces gens. Pour la première fois depuis toutes ces années d'épouse et de belle-fille, je sentais que je vivais vraiment, que je vivais pour moi-même. Une nouvelle bataille était sur le point de commencer, et cette fois j'étais sûre que je ne céderais jamais. Ma voiture avançait lentement sur l'avenue Paulista presque déserte. São Paulo, la nuit, avait une beauté silencieuse très différente de l'agitation de la journée. Les lampadaires projetaient une lumière jaunâtre sur l'asphalte lisse. Mes mains agrippant fermement le volant se reflétaient dans le pare-brise. La climatisation refroidissait la voiture, mais à l'intérieur de moi, une flamme chaude de libération commençait à brûler. La décision d'abandonner cet appartement en laissant ces misérables derrière moi était la plus juste que j'ai prise depuis des années. L'agence immobilière de Juliana se trouvait au rez-de-chaussée d'un immeuble de bureaux donnant sur la rue. Quand je me suis garée, la lumière fluorescente de l'intérieur a éclairé un coin du trottoir. Juliana m'attendait déjà à la porte. Elle portait un pyjama en soie sombre avec un fin cardigan par-dessus et ses cheveux étaient rassemblés en chignon. Bien qu'elle ait été réveillée au milieu de la nuit, son visage conservait la vivacité et le calme d'une femme d'affaires. Expérimentée. En me voyant sortir de la voiture, elle s'est approchée rapidement et a pris mes mains glacées. Elle ne m'a pas bombardée de questions. Elle m'a simplement guidée à l'intérieur, fermant la porte vitrée et nous protégeant du vent nocturne. À l'intérieur de l'agence, le parfum d'huile essentielle de citronnelle créait une atmosphère agréable et relaxante. Sur une table basse en noyer, une théière, avec une infusion fumante de camomille et de boutons de rose était posée. Juliana m'a fait asseoir sur un canapé confortable et m'a servi une tasse chaude. D'une voix profonde et chaleureuse, elle a dit « Bois ça pour te réchauffer. J'ai préparé tous les papiers comme tu l'as demandé. Mais avant de signer, je veux que tu te calmes. Dis-moi jusqu'où les choses sont allées pour que tu décides de vendre l'appartement de tes parents au milieu de la nuit. » J'ai levé la tasse. La vapeur a embué mes yeux, mais j'ai refusé de verser une seule larme. J'ai pris une gorgée de l'infusion et j'ai commencé à tout raconter à Juliana ce qui s'était passé au dîner. Je lui ai parlé de l'assiette de stroganoff froid et figé que Madame Carmen m'avait forcé à manger. Je lui ai parlé du festin préparé exclusivement pour Leandro et Claudio. Je lui ai parlé de la complaisance de l'indifférence et des paroles blessantes de Leandro. Je lui ai parlé du moment où Madame Carmen a jeté mon manteau et mon sac sur le palier en me criant de sortir de ma propre maison. La maison qui m'appartenait, légalement. Mes mots coulèrent de manière claire et cohérente, sans sanglots ni boules dans la gorge. C'était comme si j'étais une spectatrice narrant un film tragique dont j'avais été involontairement forcée d'être l'héroïne. Juliana écoutait les sourcils froncés et les poings serrés sur la table. Quand j'ai eu fini, elle a soupiré profondément et a secoué la tête. Elle m'a regardé dans les yeux avec un mélange de pitié et d'indignation. Ils se prennent pour les rois du monde. Je te l'ai dit il y a longtemps, ta gentillesse ne fait que nourrir leur avidité.
Cet appartement, et c'est le fruit du travail de tes parents. C'est ton refuge, pas une pension gratuite où ils peuvent piétiner ta dignité. Tu as absolument raison de le vendre. Efface tout et recommence. Avec l'argent, tu peux le mettre à la banque ou l'investir ailleurs. Achète-toi un appartement plus petit, mais un où tu auras la paix sans avoir à entretenir des parasites. J'ai hoché la tête. C'était exactement ce que je pensais. Cet appartement de luxe avait été ma maison remplie de souvenirs heureux avec mes parents. Mais maintenant, chaque mètre carré était souillé par l'égoïsme, la négligence et l'ingratitude de la famille de Leandro. Mon bureau transformé en dépotoir. Le meuble ancien de mon père abandonné sur la terrasse. Mon espace de vie usurpé sans vergogne. Garder cet appartement ne ferait que me rappeler ces jours de servitude non rémunérée, de torture physique et mentale. Une maison devrait être un refuge, mais la porte de ma maison était la source de toutes mes tempêtes. Juliana s'est levée, est allée à son bureau et a sorti un épais dossier. Elle a placé le mandat exclusif et d'autres documents liés à la vente devant moi. Elle a expliqué chaque clause avec soin. Lis attentivement les détails, la superficie, le numéro d'enregistrement de la propriété et le prix de vente que tu souhaites. Je sais que tu veux vendre rapidement, donc nous allons le lister un peu en dessous du prix du marché pour conclure la vente demain. J'ai un portefeuille de clients qui cherchent de l'eau dans les jardins. Ils sont solvables et prêts à payer comptant s'ils aiment. Signe le mandat et demain matin, j'emmènerai les clients visiter l'appartement. J'ai pris le stylo et j'ai parcouru les lignes claires imprimées sur le papier. Je me suis sentie incroyablement soulagée. Chaque trait de ma signature était comme un coup de couteau précis, sectionnant les chaînes invisibles qui m'avaient liée pendant des années. Après avoir tout signé, j'ai rendu le dossier à Juliana. Je te confie tout. Demain matin, emmène les clients directement à l'appartement. Je serai là pour les recevoir. Je veux que ces gens voient de leurs propres yeux les conséquences de tenter de s'approprier ce qui n'est pas à eux. Juliana a rangé les documents dans le coffre-fort et m'a tapoté l'épaule. Reste dormir chez moi ce soir. La chambre d'amis au 2e étage est toujours propre. Demain, nous prendrons le petit déjeuner ensemble et irons régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Nous, les femmes, n'avons pas besoin de dépendre d'un homme pour survivre. Demain, nous allons leur donner une bonne leçon de savoir-vivre. Je lui ai souri reconnaissante. Cette nuit-là, dans un lit inconnu mais sûr, je n'ai pas souffert d'insomnie. J'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans les ronflements de Leandro, ni le bruit agaçant de la vaisselle de ma belle-mère. Je savais que l'aube du lendemain marquerait un tout nouveau départ pour moi. Le soleil radieux filtrait à travers les fentes des rideaux, me réveillant du sommeil le plus profond et le plus réparateur que j'ai eu en 3 ans. Je me suis étirée, respirant profondément. L'air dans la chambre de Juliana sentait l'adoucissant très différent de l'odeur d'humidité, d'huile rance et d'ordures non chaudes de ma cuisine due à la paresse de Claudio à sortir les poubelles. C'était le week-end et le temps à São Paulo était splendide. Je suis allée dans la salle de bain, je me suis préparée, je me suis maquillée légèrement et j'ai choisi une élégante robe de bureau bleue. Je voulais me présenter impeccablement digne, sans l'apparence débraillée d'une femme qui venait d'être jetée à la rue au milieu de la nuit. Quand je suis descendue dans la salle à manger, Juliana avait déjà préparé du café au lait avec du pain chaud sur la plaque. Nous nous sommes assises à table et tout en dégustant le petit déjeuner, nous avons passé en revue le plan de la matinée. Juliana a annoncé la bonne nouvelle qu'elle avait contacté un jeune couple, Marcos et Elena. Ils venaient de vendre un terrain dans leur région d'origine, avaient eux l'argent liquide et devaient acheter un appartement de 3 chambres dans le centre pour que leurs enfants puissent aller dans une bonne école. S'ils aimaient l'appartement, ils étaient un prêt, moi laisser un acompte sur le champ et à payer le reste dans la semaine. Tout se déroulait comme prévu. Au moment où je trempais un morceau de pain dans mon café, mon téléphone a vibré sur la table. Le nom « belle-mère » est apparu à l'écran. Un sourire ironique s'est dessiné sur mes lèvres. Je m'y attendais. Connaissant le caractère de Madame Carmem, mon absence toute la nuit sans demander la permission devait avoir profondément blessé son orgueil. Mais ce qui était étrange, c'était l'heure de l'appel, l'heure à laquelle elle se levait normalement et commençait à exiger que je lui serve le petit déjeuner. J'ai laissé le téléphone sonner un peu plus longtemps. J'ai tranquillement fini mon pain, puis j'ai répondu en mettant le haut-parleur. Immédiatement, la voix stridente et autoritaire habituelle a retenti, me perçant presque les tympans. L'appel ne montrait aucune inquiétude quant à l'endroit où sa belle-fille avait passé la nuit, seulement l'arrogance et les ordres déraisonnables de quelqu'un habitué à commander. « Où étais-tu depuis hier soir ? Sais-tu quelle heure il est et tu n'as toujours pas montré le bout de ton nez à la maison ? Tu te crois si maligne de faire ça. Qui crois-tu effrayer avec tes caprices ? Dans cette maison, on ne tolère pas les belles filles qui se fâchent comme ça contre leur mari et leur belle-mère et s'enfuient pour passer la nuit dehors. Essaies-tu de ternir le nom de ma famille ? Je te le dis. Mon Leandro est un saint et il te gâte. C'est pour ça que tu te permets ces fantaisies. Si c'était une autre famille, tu aurais déjà été mise à la porte pour de bon. La voix de Madame Carmem était un torrent implacable, ne me laissant pas placer un mot. Elle s'arrogeait le droit de tout juger et de tout décider. Le plus effrayant était qu'elle semblait avoir effacé de sa mémoire que c'était elle-même qui avait jeté mes affaires dehors et m'avait mise à la rue la veille. Dans son esprit étroit, mon départ n'était qu'un stratagème d'une belle fille rebelle pour attirer l'attention. Et maintenant, il était temps pour elle, la matriarche, de rétablir l'ordre. Écoute-moi bien, rentre immédiatement à la maison et en chemin arrête-toi au marché et achète-moi 1 kilo de côte de porc pour faire un ragoût.
Claudio a étudié tard hier soir et ce matin, il a envie d'un bon plat mijoté. Achète aussi un poulet fermier à rôtir pour le déjeuner. Et quand tu arriveras, tu ferais mieux de nettoyer le désordre dans le salon. C'est plein de coquillettes de cacahuètes. Si tu franchis cette porte que tu cuisines et que tu nettoies comme si de rien n'était, je fermerai les yeux sur ce qui s'est passé hier comme si ça n'avait jamais eu lieu. Si tu te comportes bien et que tu es obéissante, je dirai à Leandro de ne pas être en colère contre toi, compris. Juliana, assise en face de moi, écoutait tout sur le haut-parleur. Ses yeux se sont agrandis, elle a laissé tomber ses couverts et a couvert sa bouche, secouant la tête incrédule qu'une femme aussi effrontée et délirante puisse exister, mettre quelqu'un à la porte de sa propre maison puis l'appeler le lendemain matin pour lui donner des ordres, comme si elle était une bonne tout en prétendant lui pardonner. J'ai pris le téléphone, j'ai désactivé le haut-parleur et je l'ai porté à mon oreille. Ma voix était froide, calme et extrêmement claire, sans aucune trace de colère ou de ressentiment. Je ne la considérais plus comme ma belle-mère, ni moi-même comme la belle-fille de cette famille. Madame Carmen, vous vous êtes trompée de numéro. Je ne suis pas votre femme de ménage. À partir du moment où vous avez jeté mes affaires par la porte et m'avez mise à la rue, j'ai cessé d'avoir toute obligation de vous obéir ou de servir qui que ce soit dans votre famille. Si vous voulez du ragoût de porc et du poulet rôti, prenez votre panier, allez au marché et cuisinez. Et dites à Claudio de poser son téléphone et de balayer les coquillettes de cacahuètes qu'il a lui-même jetées par terre. Je ne remettrai plus jamais les pièces dans cette maison pour vous servir, pas même une seconde de plus. Profitez du temps qu'il vous reste. Sans laisser à Madame Carmen le temps de répondre ou de crier de nouvelles insultes, j'ai raccroché brusquement. Puis j'ai rapidement bloqué son numéro. Et c'est ainsi que la paix était revenue dans la salle à manger. Juliana a applaudi. Bravo, c'est comme ça qu'il faut faire avec une poigne de fer. C'est le seul langage qu'ils comprennent. Je ne sais vraiment pas comment tu as supporté cette femme pendant toutes ces années. Quel culot de traiter sa belle-fille comme une esclave avec de tels airs de grandeur. Maintenant, finis ton petit déjeuner. Tu as besoin de force car dans un petit moment, nous allons régler nos comptes avec ces parasites. J'ai souri soulagée et j'ai continué à manger. Le café au lait m'a réconfortée, dissipant toute la tension. Assurément, lorsqu'une personne abandonne de fausses attentes et ose affronter la vérité, tout devient incroyablement plus léger. Les menaces de Madame Carmen ne me faisaient être plus peur, et je me fichais complètement de ce que Leandro pouvait penser. Ma vie, ma propriété, je devais les récupérer pour moi. Après le petit déjeuner, Juliana et moi sommes allés à l'agence pour finaliser quelques papiers. Les clients de Juliana Marcos et Elena étaient un couple de professionnels très bien élevés. Au téléphone, ils avaient montré un grand intérêt pour l'emplacement de mon appartement car il était proche de l'école où ils voulaient inscrire leur fils. Ils ont dit qu'ils viendraient le voir en début d'après-midi. Si l'endroit correspondait aux photos et que les détails du titre de propriété étaient corrects, ils laisseraient un acompte de 25 000 raies sur place. Vers midi, Juliana et moi sommes allés dans un restaurant élégant à proximité. Nous avons commandé des plats peu raffinés et tout en mangeant, nous avons discuté de mes projets futurs. J'ai pensé qu'après avoir vendu l'appartement et finalisé le divorce, je prendrais une semaine de vacances pour voyager peut-être à Gramado ou sur la côte du Nord-Est pour changer d'air et me ressourcer. L'ambiance du restaurant avec de la musique de piano en fond, et un délicieux saumon grillé à la plancha avec une sauce aux agrumes contrastait vivement avec le dîner oppressant et l'assiette de stroganoff, froid de la veille. J'ai réalisé que la valeur d'une femme ne réside pas dans ce qu'elle sacrifie pour sa belle famille, mais dans le fait de savoir s'apprécier et se donner le meilleur. À midi pile, l'écran de mon téléphone s'est de nouveau allumé. Cette fois, c'était un message de Leandro. Depuis mon départ la veille, c'était sa première communication. J'ai déverrouillé le téléphone. Le message était bref, mais chargé d'une supériorité et d'une arrogance répugnante. As-tu fini de te cacher? As-tu appris la leçon? Maman est très en colère parce que tu l'as appelée ce matin pour lui manquer de respect. Je ne rentre pas déjeuner aujourd'hui. 7. Après-midi, quand tu sortiras du travail, rentre directement à la maison. Prépare le dîner et rends l'appartement impeccable. Si tout est en ordre, quand je rentrerai ce soir, je parlerai à maman pour qu'elle te pardonne. Et que ce soit la dernière fois que tu testes ma patience avec tes jeux d'enfant. Je me suis adossée à ma chaise fixant le message. Je ne ressentais ni colère ni douleur, seulement un sentiment de ridicule qui me restait en travers de la gorge. Soudain, j'ai réalisé à quel point j'avais été aveugle de consacrer ma jeunesse à aimer et à me sacrifier pour un homme avec une mentalité aussi tordue. Dans l'esprit de Leandro, mon départ la veille n'était qu'un jeu de cache-cache d'enfant gâté. Il pensait que je n'avais ni argent ni soutien et qu'après une nuit dans le froid, j'avais déjà goûté à la peur. Il était convaincu qu'à ce moment-là, je devais être en train de pleurer dans un coin, attendant qu'il m'accorde la permission de revenir et que je courais docilement à la maison, baisserais la tête pour m'excuser et continuerais à remplir mes devoirs de servante. Sa mentalité patriarcale était profondément ancrée. Il se voyait comme le centre de l'univers, le grand pilier auquel je devais m'accrocher pour exister. Il oubliait complètement la dure réalité. Il vivait dans ma maison, mangeait avec mon argent et dépensait le salaire que je gagnais avec tant d'efforts. La complaisance de Leandro envers sa mère n'était pas par piété filiale, mais par commodité. Il voulait utiliser sa mère pour exercer un pouvoir sur moi, pour me forcer à me soumettre, pour faire de moi une machine habillée pour le servir inconditionnellement. « Elina, qu'est-ce qu'ils t'ont écrit pour que tu aies cette tête ?»
a demandé Juliana curieuse en prenant une gorgée de son vin. Je lui ai passé le téléphone. Lis, c'est mon mari, l'homme pour qui j'ai rejeté tant d'autres et que j'ai décidé d'épouser. Juliana a lu le message et a éclaté de rire, un rire rempli de sarcasme. Mon Dieu, quel égocentrique. Ce type a des délires de grandeur dignes d'un manuel. Il se prend pour le roi ou quoi? Quel ton? As-tu appris la leçon? Je parlerai à maman pour qu'elle te pardonne. Je te le dis, Elina, ce genre d'homme inutile et arrogant, si tu le jettes à la rue, personne ne le ramassera. Qu'est-ce que tu vas répondre? Veux-tu que je t'écrive un message? Plein d'insultes pour te défouler. J'ai secoué la tête, j'ai repris mon téléphone et je l'ai mis dans mon sac. Ça n'en vaut pas la peine, Juliana. Se disputer avec un imbécile ne fait que te rabaisser à son niveau. Il veut savoir si j'ai appris ma leçon. Cet après-midi, il aura la réponse la plus claire possible. Je ne lui répondrai pas. Je vais le laisser vivre dans sa bulle de pouvoir pendant quelques heures de plus. Mangeons vite et allons à l'appartement. Les clients sont sur le point d'arriver. J'ai esquissé un sourire confiant et déterminé. Mon silence n'était pas de la soumission. C'était le calme avant la tempête. J'allais personnellement emmener l'agent immobilier et les acheteurs à l'appartement. Je voulais faire s'effondrer toute l'arrogance, le parasitisme et les délires d'un de la famille de Leandro avec la plus cruelle des réalités. Après avoir payé l'addition, nous sommes allés au parking. Ma voiture s'est dirigée vers le luxueux quartier résidentiel des Jardins. En voyant l'agitation des gens par la fenêtre, j'ai ressenti une immense liberté. Aujourd'hui, j'allais expulser moi-même ces personnes indésirables de ma vie, ramenant la propreté et la paix dans l'espace qui m'appartenait. Je me suis garée à ma place habituelle dans le garage souterrain. Je suis sortie de la voiture et avec Juliana et le couple Marcos et Elena, je me suis dirigée vers le hall des ascenseurs. Le couple n'arrêtait pas de louer la sécurité, la propreté et le standing de la copropriété. Ils étaient très impatients de voir la disposition de l'appartement. J'ai souri poliment, mais à l'intérieur, je ressentais un mélange de nervosité et d'excitation. Dans quelques minutes, ils allaient assister à une scène très animée au sein de cet espace sécurisé et propre. L'ascenseur s'est arrêté au 15e étage. J'ai marché avec assurance dans le couloir de marbre brillant en direction de la porte en chêne familière. J'ai sorti mes clés de mon sac. Le déclic métallique a retenti lorsque j'ai inséré la clé dans la serrure. D'un léger tour, la porte s'est ouverte. Au moment où elle s'est ouverte, une vague d'air lourd, un mélange d'ail frit et d'odeurs d'ordures accumulées a assailli les narines des visiteurs. Elena a instinctivement plissé le nez et a couvert sa bouche avec sa main. Marcos a également froncé les sourcils, regardant autour de lui. Je suis entrée et j'ai allumé le lustre du salon illuminant et exposant toute la saleté à l'intérieur. Le salon ressemblait à un champ de bataille. Sur le canapé en cuir coûteux, des vêtements dépliés étaient jetés au hasard. Le parquet était couvert de détritus de coquilles, de cacahuètes de pots de yaourt et de morceaux de papier. Au centre, la télévision à écran plat était à plein volume diffusant une émission de variété brésilienne bruyante. Madame Carmem était allongée sur le canapé, les pieds sur la table basse en verre, mangeant des cacahuètes et crachant les coquillas par terre. De mon ancien bureau, provenaient des jurons et le cliquetis incessant d'un clavier. Claudio était absorbé par un jeu vidéo en ligne tendue. La porte était grande ouverte, révélant des bouteilles de boissons énergisantes jetées sous le bureau. Notre présence, 4 personnes habillées de manière élégante et professionnelle, contrastait complètement avec cette atmosphère désordonnée et malodorante. Le bruit de la télévision et les jurons de Claudio couvraient le son de nos pas, si bien qu'ils n'ont pas réalisé que nous étions arrivés. Je me suis raclé la gorge bruyamment, essayant de faire du bruit. Ce n'est qu'à ce moment-là que Madame Carmem a sursauté et s'est retournée me reconnaissant à l'entrée, aux côtés de 3 étrangers. Son sourire de satisfaction a disparu, remplacé par un étonnement total. Elle s'est dépêchée de ramasser les vêtements sur le canapé, les acheter de côté, a enfilé ses pantoufles et s'est levée maladroitement. « Qu'est-ce que tu fais ici? Et qui sont ces gens ?» Madame Carmem a pointé du doigt vers moi, puis a regardé les étrangers. « Tu disparais toute la nuit et maintenant tu reviens avec une bande d'inconnus pour faire une scène. Qui crois-tu effrayer ?» Claudio a également entendu le bruit. Il a laissé tomber son casque sur le bureau avec irritation et est sorti dans le salon avec un regard furieux. « Belle-sœur, c'est quoi tout ce vacarme? Tu ne vois pas que je suis au milieu d'une partie importante? Tu fais entrer des étrangers dans la maison sans demander la permission. Où te crois-tu » L'insolence de la mère et du fils était pleinement affichée devant les clients. Marcos et Elena ont reculé d'un pas avec un air de confusion et d'embarras. Ils m'ont regardé comme s'ils attendaient une explication. Juliana, toujours professionnelle, s'est avancée, se positionnant entre Madame Carmem, son fils et moi. Calmement et poliment, elle a élevé la voix pour se faire entendre par-dessus le bruit. « Bonjour, je suis Juliana de l'agence immobilière et voici Monsieur Marcos et Madame Elena, nos clients. Nous sommes ici avec l'autorisation légale de Madame Elena pour visiter cet appartement et procéder à la signature d'un acompte pour son achat. Je vous demande de bien vouloir rester calme et de ranger un peu pour que nos clients puissent voir les pièces. » La déclaration de Juliana était claire et directe, portant un coup fatal à l'esprit de Madame Carmem et de Claudio. Ils sont restés paralysés, la fixant puis me fixant avec une expression d'incrédulité absolue. Les concepts de « vendre l'appartement » et « acompte d'achat » semblaient en être une langue étrangère pour eux. Dans leur esprit étroit, cette maison était leur forteresse, la propriété de leurs fils et frères.
Comment pouvais-je amener des gens pour la vendre de ma propre initiative? Vendre l'appartement qui t'a donné la permission, a crié Madame Carmem, la voix brisée. Elle a couru vers la télévision, a attrapé la télécommande, l'a éteinte brusquement et s'est retournée pour me foudroyer du regard. Es-tu folle, Elina? C'est la maison de Léandro, la maison de ma famille. De quel droit amènes-tu ces gens pour la vendre? Et vous, a-t-elle dit aux visiteurs, sortez immédiatement, cet appartement n'est pas à vendre. Dehors. Claudio a rejoint sa mère, a retroussé ses manches et s'est planté au milieu du couloir menant aux chambres avec une attitude de défi et de voyou. Vous tous foutez le camp d'ici, c'est ma maison. Ne pensez pas que vous obtiendrez quoi que ce soit en amenant des acteurs pour effrayer ma mère et moi. Si je ne vous expulse pas moi-même, je ne m'appelle pas Claudio. La tension était insupportable. Marcos, visiblement contrarié par une telle impolitesse, a tiré sa femme vers la porte prête à partir. Mais j'ai souri pour le rassurer. J'ai fait un pas en avant, affrontant directement ma belle-mère et mon beau-frère, avec un regard froid comme la glace. La mascarade de leur illusion était sur le point de prendre fin. « Elina, tu vas vraiment faire une scène. Je vais appeler Léandro pour qu'il vienne te casser les jambes », a crié Madame Carmem, cherchant son téléphone avec des mains tremblantes tout en continuant à lancer des insultes. Elle était vraiment en panique. Mon attitude imposante et le professionnalisme des visiteurs lui ont fait percevoir une menace réelle qui détruisait sa carapace d'arrogance. Claudio, planté au milieu de la pièce, la poitrine haletante et le visage rouge, a pointé un doigt envers Marcos. « Et toi ? Laisse-moi te dire quelque chose. Cet appartement n'est pas à vendre. Cette femme vous trompe. L'appartement est au nom de mon frère. Ce n'est qu'une femme entretenue. Partez immédiatement ou j'appelle la sécurité pour vous faire expulser. » Face à l'agressivité et à la calomnie éhontée de Claudio, je n'ai pas bronché. Je me suis tournée vers Marcos et Elena d'une voix sereine mais résonnante. « S'il vous plaît, attendez un instant. Personne ne vous trompe. Ceux qui se trompent eux-mêmes sont les personnes que vous voyez devant vous. » Sur ce, j'ai plongé la main dans mon sac de créateur et j'en ai sorti un dossier bleu. Je l'ai ouvert et j'ai extrait le titre de propriété et ma carte d'identité. D'un geste ferme et décidé, j'ai jeté les 2 documents sur la table basse en verre. Clac. Le son sec a retenti. Le document épais gisait au milieu du désordre de coquillards de cacahuètes, son sceau officiel frappant les yeux de Madame Carmem et de Claudio comme une gifle les réveillant de leurs rêves. Je me suis approchée de la table. J'ai tapoté le titre de propriété avec mon index et en articulant chaque mot comme si j'enfonçais un clou, j'ai dit « Ouvrez grand les yeux et lisez. Quel nom figure sur ce titre de propriété ?» Le nom d'une seule personne, Elina de Souza. Cette propriété est un héritage de mes parents. Je suis la seule et légitime propriétaire devant la loi. Votre bon vieux Léandro n'a pas mis un seul centime dans cet appartement. Madame Carmem a eu le souffle coupé. Elle s'est penchée, plissant les yeux, luttant pour lire les lettres imprimées sur le papier. Mon nom apparaissait clairement dans la section du propriétaire sans aucune trace de Léandro ou de propriété conjointe. Son visage était passé du rouge au blanc pâle. Ses lèvres tremblaient, incapables de former un mot. Claudio s'est également penché à la hâte, les yeux exorbités d'horreur. « Non, ce n'est pas possible », a-t-il balbutié. « Qu'a dit votre cher Léandro » ai-je interrompu avec un sourire méprisant. « Il a dit qu'il avait acheté la maison, il a dit que j'étais une femme entretenue pour que vous puissiez me marcher dessus à votre guise. C'est fini, le fantasme de la visite de quelques jours. Vous vous êtes enraciné ici pendant 3 ans. Vous avez transformé ma maison en dépotoir. Vous avez jeté les souvenirs de mon père. Vous m'avez expulsé de ma propre maison. Et maintenant, vous prétendez être les propriétaires. Et vous chassez mes invités. » J'ai ramassé le titre de propriété et ma carte d'identité. Je les ai soigneusement remis dans mon sac et j'ai levé la tête balayant la mère et le fils d'un regard de mépris absolu. Ma voix a résonné dans le salon froide et n'admettant aucune réplique. J'annonce officiellement que j'ai vendu ma maison. J'ai signé tous les documents de mandat pour l'agence hier soir. Monsieur Marcos et Madame Elena seront les nouveaux propriétaires. Alors dépêchez-vous. Faites vos valises, vos vêtements et vos ordures. Et foutez le camp d'ici immédiatement. Je vous donne exactement 1 heure. Si vous n'êtes pas parti dans 1 heure, j'appelle la police pour violation de domicile. Mes paroles claires et énergiques ont anéanti le dernier espoir fragile de ma belle famille. Madame Carmem a reculé en titubant et s'est effondrée sur le canapé. Elle a mis une main sur sa poitrine à bout de souffle, le regard perdu, incapable de traiter la cruelle vérité. Sa carapace de belle-mère autoritaire et fière s'est brisée, exposant une honte et une humiliation insupportables devant des étrangers. Claudio était resté pétrifié, les bras ballants, n'osant pas proférer une autre menace. Il venait de comprendre que la loi ne protège pas les parasites. Juliana, voyant que la situation était sous contrôle, a tapoté l'épaule de Marcos et Elena. Comme vous pouvez le voir, le titre de propriété est tout à fait transparent. Ce petit problème familial, Elina le résoudra aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez bien m'accompagner, je vais vous montrer les chambres et la cuisine. Ignorez-les, ne vous inquiétez pas. Le couple a hoché la tête et a suivi Juliana commençant leur inspection de l'appartement. Ils sont passés devant Madame Carmem et son fils comme s'ils étaient des fantômes invisibles commentant la possibilité d'abattre un mur ou de changer la couleur de la peinture. Chacun de leurs commentaires était comme un couteau tourné dans les cœurs saignants de la mère et du fils remplis de regrets et d'humiliation.
L'appartement de luxe, la climatisation centrale, la vie confortable, tout leur avait glissé entre les doigts en un instant pour toujours. Je suis restée au milieu du salon, les bras croisés, les regardant se recroqueviller sur le canapé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Leandro. Le moment était venu pour le chef de famille de rentrer à la maison et de constater la fin désastreuse que sa propre faiblesse et sa tromperie m'avaient provoquée. La demande de divorce et une facture symbolique pour les 3 années de dépenses étaient déjà dans mon sac. J'attendais de porter le coup de grâce. L'appel a rapidement abouti. La voix de Leandro à l'autre bout du fil était toujours arrogante et autoritaire. Il a demandé pourquoi j'appelais si c'était parce que j'avais déjà reconnu mon erreur et que j'étais en route pour la maison pour préparer le dîner. Je n'ai pas répondu directement. Je lui ai juste lancé une phrase courte et glaciale. Demande à quitter le travail et rentre à la maison tout de suite. Si tu n'es pas là dans 30 minutes, ta mère et ton frère seront jetés à la rue avec leur tas d'ordures. C'est toi qui vois. Cela dit, j'ai raccroché sans lui laisser le temps de réagir. De retour dans le salon, une atmosphère sombre enveloppait Madame Carmem et son fils. Après le choc initial de voir le titre de propriété à mon nom, la nature têtue de Madame Carmem et son habitude de blâmer les autres ont refait surface. Elle a bondi du canapé, a planté ses mains sur ses hanches, le visage rouge de fureur. L'humiliation d'être démasquée devant des étrangers l'a poussée dans un état de rage aveugle. Elle s'est mise à crier, utilisant les mots les plus venimeux pour me maudire. Ingénieuse et ingrate, tu mords la main qui te nourrit. Quelle malchance ma famille m'a eu de laisser une vipère comme toi entrer dans la maison. Tu crois que tu as le droit de piétiner ta belle-mère parce que tu possèdes cet appartement? Mon fils Leandro se tue au travail pour ramener de l'argent à la maison. Je te sers tes repas du matin au soir. Tu es une ingrate et maintenant tu oses amener des gens pour vendre la maison et nouche. Jeté à la rue, le ciel te punira d'être une belle fille aussi sans cœur. Claudio, retrouvant une partie de son faux courage, a rejoint sa mère. Ouais, pour qui te prends-tu? Mon frère est chef de projet. Il gagne une fortune. Il donne tout à ma mère pour les dépenses. Toi, avec ton salaire misérable, tu ne sais que le gaspiller en sac à main et en robe. Et maintenant, tu veux voler le fruit de notre travail. Tu rêves. Si tu vends cette maison, je jure que je ne te laisserai pas vivre en paix à São Paulo. Leurs mensonges éhontés ne m'ont pas mis en colère. Ils m'ont seulement donné la nausée. Le mensonge était si ancré en eux qu'ils s'aveuglaient et croyaient à leur propre fausseté. Marcos et Elena avaient déjà fini de visiter les chambres et étaient revenus dans le salon. En entendant les cris de Madame Carmem, ils m'ont regardé avec un mélange de pitié et de doute. Juliana était sur le point d'intervenir, mais je l'ai arrêtée d'un geste. Je voulais enlever cette tumeur moi-même. Calmement, j'ai ouvert la fermeture éclair de mon sac et j'ai sorti un autre dossier soigneusement agrafé. Ce n'étaient pas les papiers de la maison, mais le résultat d'une nuit blanche passée à compiler des informations. Je me suis approchée de la table basse et j'ai laissé tomber le dossier devant Madame Carmem et Claudio. Ingrate, dis-tu? J'ai hoché la tête avec un sourire amer. Eh bien, aujourd'hui, nous allons régler les comptes. Vous n'arrêtez pas. De dire que Leandro entretient ce ménage que votre mère me sert et que je suis une femme entretenue. Alors ouvrez grand les yeux et lisez chacune de ces pages. Madame Carmem a regardé les papiers avec méfiance, tournant les pages avec des mains tremblantes. Claudio s'est également penché. C'était en des photocopies de mes relevés bancaires et une feuille de calcul Excel imprimée en couleur avec tout détaillé jusqu'au dernier centime. J'ai commencé à expliquer d'une voix claire chaque mot comme un coup de marteau sur leur faux orgueil. Première page, charge de copropriété, place de parking, impôt foncier. Électricité. Eau Internet. Chaque mois, tout était payé automatiquement depuis mon compte personnel. Au cours des 3 dernières années, un total de plus de 50 000 réaux. Deuxième page, courses au supermarché et autres dépenses quotidiennes. Chaque mois, 3 000 réaux que je retirais en espèces et que je te donnais dans ta main pour aller au marché. Multiplié par 3 ans, cela fait plus de 100 000 réaux. J'ai fait une pause fixant les yeux terrifiés de Madame Carmem. Tu dis que tu me sers. Le matin, quand je pars à l'aube pour aller travailler, tu ronfles encore. À midi, je mange au bureau et le soir, dès que j'arrive, je retrousse mes manches pour cuisiner les plats que tu exiges pour traiter tes fils. Tu dis que Leandro te donne de l'argent, n'est-ce pas? Sur son salaire de 5 000 airs, il te donne 1 000 airs. Le reste, il le dépense pour lui-même en verre. Avec ses amis. As-tu jamais dépensé un seul centime de cet argent pour m'acheter ne serait-ce qu'une salade? Claudio, essayant de sauver la situation, a balbutié. Mais en tant qu'épouse, c'est ta responsabilité de t'occuper de la famille. Quelle sorte de femme es-tu pour être si mesquine avec les comptes? Ma responsabilité. J'ai éclaté de rire. Ma responsabilité est d'aimer mon mari, pas d'être le distributeur automatique dont toute sa famille en profite. Vous avez vécu dans mon appartement de 4 millions de réaux. Vous avez utilisé les services que j'ai payés. Vous avez mangé la nourriture que j'ai achetée. Vous avez dormi dans les lits que j'ai fournis. Toutes les dépenses grandes ou petites, je les ai couvertes seule. Le total sur cette liste s'élève à près de 150 000. R. Et si nous ajoutons à cela le loyer qu'un tel appartement dans ce quartier m'aurait rapporté pendant 3 ans, le chiffre dépasserait 400 000 R. Alors dis-moi qui est l'ingrat ici, qui est le parasite sans vergogne. Les preuves irréfutables avec les tampons de la banque les ont complètement fait taire. Madame Carmem s'est affalée sur une chaise, le visage exsangue, les papiers tombant de ses mains sur le sol.
Toute sa vie, elle s'était vantée auprès de ses voisins que son fils était riche, qu'il avait acheté un appartement dans la capitale et que sa belle-fille dépendait de lui. Maintenant, ce masque était brisé. La vérité brutalement exposée était que sa famille n'était rien d'autre que des parasites vivant de l'effort d'une seule femme. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte en grand. Leandro est entré en courant, le visage en sueur haletant. Il avait probablement monté les escaliers depuis le parking, craignant de ne pas arriver à temps. Voyant la scène dans le salon, il s'est arrêté net. Leandro était resté pétrifié dans l'embrasure de la porte. Son regard a balayé frénétiquement la pièce. Il a vu les deux inconnus debout à côté de Juliana, il a vu Claudio la tête basse dépouillé de son arrogance habituelle. Il a vu sa mère effondrée sur le canapé, une main sur sa poitrine entourée de papiers éparpillés sur le sol. Et enfin son regard s'est posé sur moi. Sa femme, élégamment vêtue, le dos droit et le regard glacial dépourvu de toute émotion. « Que se passe-t-il ici » a balbutié Leandro se précipitant. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas, Elina? Qui sont ces gens? Pourquoi la maison est-elle dans un tel état? Qu'as-tu fait ?» L'instinct de protéger sa famille et l'habitude de blâmer sa femme ont immédiatement refait surface. Sans rien comprendre, il m'attribuait déjà toute la responsabilité. Son attitude ne m'a pas surprise. Elle n'a fait que confirmer que ma décision d'aujourd'hui était la bonne. J'ai reculé d'un pas, j'ai croisé les bras et j'ai répondu avec indifférence. « Te voilà, nous sommes tous là. Laisse-moi te présenter Juliana, un agent immobilier, et voici monsieur Marcos et madame. Elena, les nouveaux propriétaires de cet appartement. Je viens d'annoncer la bonne nouvelle à ta mère et à ton frère. J'ai vendu l'appartement. Maintenant, c'est à ton tour de le savoir. Vous avez exactement 1 heure pour faire vos valises et foutre le camp d'ici. » Vendre la maison, a crié Leandro, le visage rouge de colère. « Es-tu folle, Elina? De quel droit vends-tu la maison seule? Tu es ma femme, tu ne m'as pas consultée, tu n'as rien dit. C'est notre maison, la maison de notre famille. Si tu jettes ma mère et mon frère à la rue, où vont-ils vivre? Tu n'as pas de cœur. » J'ai réussi à esquisser un sourire amer. Leandro n'utilise pas le pluriel notre. Quand cette maison a-t-elle jamais été la tienne? Dès le premier jour où tu as mis les pieds ici, tu savais parfaitement que c'était ma propriété, un héritage de mes parents. Tu as laissé ta mère et ton frère s'installer confortablement, détruisant mon espace. Tu les as laissés faire. Tu m'as traité comme une bonne. Tu m'as forcé à manger des restes figés dans la graisse et tu as jeté mes affaires dehors pour me mettre à la porte. Quand ta mère m'a jeté dehors au milieu de la nuit, où était ton cœur? Pourquoi à ce moment-là n'as-tu pas pensé à l'endroit où j'allais vivre? Leandro s'est mordu la lèvre d'un air confus. Il s'est approché de moi, baissant la voix, essayant d'adopter le rôle du mari compréhensif devant les étrangers. « Elina, je sais que maman est allée trop loin hier avec ses paroles et j'ai aussi eu tort de ne pas l'arrêter. Mais les choses peuvent s'arranger. Nous ne devrions pas laver notre linge sale en public en faisant venir des étrangers, en menaçant de vendre l'appartement. Les gens se moqueront de nous. Écoute-moi. Dis à ces gens de partir. Maman est vieille, ne lui en veux pas. Je te promets qu'à partir de maintenant, je lui dirai de moins se mêler de nos affaires, de moins te chercher. » Encore la même promesse vide. J'ai secoué la tête, le regard ferme et inébranlable. « Il n'y a pas de linge sale à laver. Ta mère a claqué cette porte hier soir. J'ai signé le mandat de vente. J'ai déjà reçu la compte. Personne ne peut changer ma décision. Et il y a autre chose que tu dois régler tout de suite. » J'ai de nouveau plongé la main dans mon sac. J'ai sorti une feuille de papier soigneusement imprimée et je l'ai posée sur la table juste au-dessus des relevés bancaires. Le titre en gras a sauté aux yeux de Leandro, « Demande de divorce ». Le visage de Leandro est passé du rouge au blanc pâle. Il a regardé la demande puis m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Ses mains tremblantes ont pointé le papier. « Tu veux vraiment divorcer pour une simple dispute? Tu vas jeter notre mariage par-dessus bord. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma voix était douce mais tranchante comme un couteau. « Simple dispute. Tu appelles 3 ans de violence psychologique, d'épuisement physique et d'humiliation de ma dignité. Une simple dispute. Je t'aimais. Je croyais que l'amour pouvait surmonter toutes les différences, mais je me suis trompée. Tu n'aimes que toi-même. Toi et ton ego fragile d'homme choyé par sa famille. Tu m'as utilisé comme un distributeur de billets, comme une bonne non rémunérée. Cette demande est déjà signée par moi. Signe-la aussi. Je ne me débarrasse pas seulement d'une maison pleine de parasites. Je me débarrasse aussi d'un mariage toxique. À partir de maintenant, nous suivons des chemins séparés. » En un instant, le salon a plongé dans un silence de mort. Juliana a souri légèrement, hochant la tête en signe d'approbation. Le couple Marcos et Elena n'a pas pu cacher un regard d'admiration, et la famille de Leandro était restée là, comme des statues de pierre complètement anéanties face à ma résistance féroce et inébranlable. Ils savaient que cette fois, ils avaient vraiment perdu la seule mine d'or de leur vie. L'atmosphère dans l'appartement était si lourde qu'on aurait pu la couper au couteau. Ma déclaration de divorce couplée à la fermeté des acheteurs avait complètement écrasé la résistance de la famille de Leandro. Il était resté immobile, fixant la demande de divorce sur la table, n'osant ni prendre un stylo ni plaider davantage. L'ego d'un homme patriarcal se brisait devant des témoins. 1 heure, ai-je répété en regardant ma montre. Le compte à rebours a commencé. Dépêchez-vous, allez dans vos chambres et rassemblez toutes vos affaires personnelles. Les meubles et les objets qui ont été achetés avec mon argent, y compris cette télévision ou le canapé sur lequel vous êtes assis, ne doivent pas être touchés.
Tout ce qui n'est pas à vous et qui franchit cette porte sera considéré comme un vol. Madame Carmem a fondu en larmes, pleurant non pour le mariage brisé de son fils, mais pour le luxe qu'elle était sur le point de perdre. Elle s'est levée en trébuchant et s'est dirigée vers la petite chambre qu'elle occupait. En marchant, elle maudissait sa chance et me traitait de femme sans cœur à voix basse. Claudio a couru dans mon ancien bureau, débranchant frénétiquement les câbles de son ordinateur, fourrant à la hâte des vêtements dans une grande valise. Le processus de rangement s'est déroulé dans une atmosphère d'humiliation absolue. Marcos et Helena ont discrètement demandé la permission d'attendre sur le palier pour éviter la tension. Juliana était restée appuyée contre le chambranle de la porte, rappelant de temps en temps à Claudio de ne pas heurter les murs ou de rayer le parquet. J'ai supervisé chaque mouvement. Je ne voulais pas qu'ils emportent que le moindre souvenir de ma famille. Environ 30 minutes plus tard, Claudio peinait à traîner 2 énormes valises. Il portait également l'écran de l'ordinateur et le clavier. Soudain, mon regard est tombé sur une boîte en marqueterie de bois avec de fines incrustations qui se trouvaient sur l'une des valises. C'était la boîte à souvenirs de mon père. À l'intérieur se trouvaient les vieilles montres mécaniques qu'il collectionnait. Ma belle-mère avait jeté son bureau sur la terrasse, mais Claudio avait secrètement gardé la boîte, connaissant la valeur marchande de son contenu. « Arrête, pose ça. » Je me suis approchée rapidement d'une voix ferme. « Où as-tu eu cette boîte? Elle appartient à mon père. Lâche-la tout de suite. » Claudio a sursauté et a instinctivement serré la boîte contre sa poitrine. « Leandro m'a donné cette boîte, » a-t-il rétorqué obstinément. « C'est une vieille chose qui traînait. Qu'est-ce que ça peut te faire si je la prends? Tu vas vendre la maison pour une fortune et tu vas être avare pour une vieille boîte en bois. » Je n'ai rien dit de plus. Je me suis approchée et je lui ai arraché la boîte des mains. Le geste a été si brusque qu'il a reculé en titubant. Je l'ai fusillé du regard. « Même si c'était un tas d'ordures, si ça appartient à mon père, tu n'as pas le droit d'y toucher. Leandro n'a aucune autorité pour te donner quoi que ce soit dans cette maison. Si tu touches à nouveau à quelque chose qui m'appartient, j'appelle la police et je porte plainte pour vol. » Compris. Claudio s'est tu baissant la tête. À ce moment-là, Madame Carmem est sortie avec un énorme sac en plastique plein de vêtements. Voyant Claudio se faire réprimander, elle a commencé son numéro. Elle a jeté le sac par terre, a couru vers la porte ouverte et a commencé à crier sur le palier. « Voisins à l'aide, regardez tous, ma belle-fille met sa belle-mère à la rue. Elle a trouvé un amant et maintenant, elle abandonne son mari et sa famille. Elle a fait venir des voyous pour nous expulser. Mon Dieu, pourquoi laissez-vous cette racaille s'en tirer ?» Ces cris ont résonné dans tout le 15e étage. Plusieurs portes d'appartements de voisins se sont ouvertes en grinçant. Normalement, Madame Carmem paradait en tant que mère d'un homme riche. Elle avait l'habitude de critiquer les voisins pour leur façon de s'habiller. Maintenant, la voyant avec des sacs à la main pleurant et faisant une scène comme une poissonnière, les voisins se contentèrent de secouer la tête. Une vieille dame qui habitait dans l'appartement du coin est sortie, s'appuyant sur sa canne. Elle lui a dit avec ironie « Allons, Carmem, arrête de crier, tu nous déranges. À cet étage, nous savons tous que l'appartement appartient à Elina, qu'elle en a hérité. Tu passais ton temps à raconter à tout le monde que ton fils l'avait acheté et par respect, nous n'avons rien dit. La fille a été bonne et décente, subvenant aux besoins de toute ta famille pendant des années. Vous l'avez poussée à bout et elle a craqué. C'est normal, partez vite et laissez-la en paix. » Prise dans son mensonge par les voisins, Madame Carmem s'est tue. Sa tentative de jouer la victime avait non seulement échoué, mais lui avait valu encore plus d'humiliation. Elle s'est retournée dans l'appartement, marmonnant des insultes, à voix basse, a ramassé son sac et s'est tue. La famille de Leandro, ravalant sa fierté, a chargé ses affaires et s'est dirigée vers l'ascenseur. Une fuite pathétique. Je les ai suivis jusqu'au hall de l'ascenseur pour m'assurer qu'ils partaient dit pour de bon. Juliana, Marcos et Helena m'ont accompagnée en tant que témoin. L'écran électronique indiquait que l'ascenseur montait depuis le parking. Le silence était étouffant. Soudain, Leandro s'est arrêté, s'est retourné et a dit à voix basse à sa mère et à son frère. « Maman, Claudio, descendez les premiers. J'ai besoin de parler à Elina seule un moment. » Madame Carmem m'a lancé un regard noir, mais elle est montée dans l'ascenseur avec Claudio. Quand les portes métalliques se sont fermées, Leandro s'est tourné vers moi. Son visage était émacié, ses yeux rouges et fatigués. Il n'y avait aucune trace de l'arrogance de son message ou de la condescendance du dîner précédent. Il ressemblait à un hérisson dont on aurait enlevé toutes les épines, faible et pathétique. Il s'est approché, essayant de me prendre la main. « Elina, je suis désolée, vraiment je suis désolée. » J'ai reculé d'un pas, évitant son contact. J'ai croisé les bras, maintenant la distance. « Désolée, pourquoi ?»« Pour tout, » a-t-il dit d'une voix étranglée. « Pour le stroganoff hier, pour ne pas t'avoir défendu contre ma mère, pour avoir été si faible et t'avoir laissé supporter toutes les dépenses sans même te remercier. Aujourd'hui, en te voyant si déterminée, j'ai réalisé mon erreur. S'il te plaît, ne divorçons pas. Vends la maison si tu veux. Avec l'argent, nous en achèterons une plus petite. Nous irons vivre seuls. Juste toi et moi. Je te promets que je changerai. Je te préparerai des repas. Je te donnerai tout mon salaire. Donne-moi une chance de réparer ça. » Ces promesses semblaient moins sincères. Si j'avais été l'Elina d'il y a 3 ans, je me serais peut-être adoucie. Mais les blessures étaient trop profondes. Elles m'avaient appris à garder la tête froide et à lire les gens.
J'ai souri amèrement de ma propre naïveté passée. Léandro, ses excuses arrivent tard, bien trop tard. Et en plus, tu ne comprends même pas pourquoi tu t'excuses. J'ai fait un demi-pas vers lui, le regardant dans les yeux. Tu supplies non pas parce que tu as soudainement réalisé que tu m'aimais, ni parce que ça te fait mal de me voir manger les restes. Tu as peur. Tu es terrifié parce qu'à partir de demain, tu perds ton distributeur d'argent. Parce que tu n'auras plus d'endroit où vivre gratuitement, ni de bonne, ni personne pour payer tes factures. Tu promets d'aller vivre seul parce que tu sais que tu ne peux pas te permettre de louer un appartement et d'entretenir ta mère et ton frère dans cette ville. Tes regrets ne sont rien de plus que la nostalgie d'une vie de parasite qui a pris fin. Touchant en plein dans le mille, le visage de Léandro a changé. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais n'a pas trouvé les mots. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Il a réalisé que la femme en face de lui n'était plus l'épouse naïve et docile d'avant. L'ascenseur est revenu, les portes ne sont ouvertes. La demande de divorce est sur la table du salon, lui ai-je dit en désignant l'ascenseur. Prends-la, signe-la et dépose-la au tribunal. Il n'y a rien à discuter sur les biens car l'appartement est à moi, ainsi que les économies. J'espère que toi et ta famille apprendrez à être indépendants. Ne me dérange plus jamais. Au revoir. Léandro m'a regardé pendant quelques secondes puis est entré dans l'ascenseur l'air vaincu. Alors que les portes se fermaient, j'ai vu l'effondrement total se refléter dans ses épaules affaissées. Toute la patience et la retenue de tant d'années avaient été libérées. Le temps a passé très vite. La vente de l'appartement à Marcos et Elena a été rapide et sans complications. Avec l'argent, j'ai demandé à Juliana de m'aider à trouver un petit appartement en location près du parc d'Ibirapuera, un endroit calme et très vert. J'ai investi le reste et l'ai gardé à la banque. J'ai aussi ouvert une petite boutique de fleurs, un rêve que j'avais toujours eu. Le divorce a été réglé rapidement. Concernant la famille de Léandro, les quelques nouvelles qui me sont parvenues ont confirmé mes soupçons. Ils ont dû louer un minuscule appartement délabré dans une banlieue périphérique. Avec le salaire de Léandro, il joignait à peine les deux bouts. Les disputes ont commencé. Madame Carmem, habituée à dépenser mon argent, devait maintenant se contenter du strict minimum. Claudio, sans argent pour ses jeux vidéo, était toujours de mauvaise humeur. Léandro était submergé par les dettes. Leurs dîners de famille se sont transformés en un enfer de cris et de reproches. Ils ont dû faire face à la dure réalité où personne ne se sacrifierait pour leur paresse et leur délire. C'était le prix de leur cupidité et de leur ingratitude. D'un autre côté, ma vie s'est épanouie. Mon petit appartement était confortable et lumineux, avec un balcon donnant sur les arbres du parc. Chaque matin, je me réveillais en paix, sans ronflement ni plainte. Je me préparais un café, mettais de la musique douce et m'occupais de mes plantes avant d'aller travailler. Aujourd'hui, c'est une agréable soirée de week-end, j'ai quitté le travail plus tôt et j'ai acheté des ingrédients frais au marché. À la maison, j'ai mis ma musique préférée et j'ai préparé le dîner en dansant. Je me suis cuisiné un steak au poivre avec une salade et un verre de vin rouge. Sans avoir à me soucier des goûts de qui que ce soit d'autre, j'ai mis la table près du balcon sous la lumière chaude. Un dîner pour une personne débordant de bonheur. J'ai levé mon verre trinquant à mon propre reflet dans le verre pur. Une femme indépendante forte et qui se valorise. L'assiette de stroganoff froid de ce jour-là n'est plus qu'un lointain souvenir. Une leçon apprise. J'ai compris une vérité simple mais profonde. La vie de chaque femme est un banquet qu'elle prépare elle-même. Ne servez jamais vos meilleurs plats à ceux qui ne savent pas les apprécier pour ensuite être forcés de manger les restes vous-même. Lorsque vous apprenez à vous aimer, à vous débarrasser du toxique, vous découvrez que la vie est toujours prête à vous. Offrir ses meilleurs festins. Quand une porte se ferme, un nouvel horizon bien plus lumineux s'ouvre. Oui, il s'ouvre. Il s'ouvre. Oui.